Cet après-midi, direction la Hongrie. Je vous dévoile la folle vie de celle qui, selon la légende, a égorgé des centaines de jeunes filles et fillettes pour se baigner dans leur sang et garder ainsi la jeunesse éternelle. Ou la véritable histoire d'Elisabeth Báthory, la comtesse sanglante. Le bain de sang est-il vraiment bon pour la peau ? La comtesse a-t-elle vraiment commis ces terribles crimes ? Et comment sa légende noire a-t-elle fait le tour du monde entier ? Europe 15h, 16h, historiquement vôtre. 1, le récit, Stéphane Bern. Nous sommes le 29 décembre 1610 au château de Keštice à l'ouest de la Slovaquie. S'il est aujourd'hui en ruine, cette immense bâtisse est à cette époque-là la résidence de la puissante Elisabeth Báthory. En fin de journée, György Thurzó, palatin hongrois et cousin d'Elisabeth Báthory, pénètre dans le château de la comtesse. Le titre de palatin fait de Thurzó l'un des plus hauts dignitaires du royaume de Hongrie, après le roi lui-même. C'est accompagné d'une troupe d'armes que, sans effort ni résistance, Thurzó prend possession des lieux. Muni de torches, lui et ses hommes investissent rapidement les bas-fonds de l'édifice et de l'âme humaine par la même occasion. Ce qu'ils vont découvrir dépasse l'entendement, alors même qu'à cette époque, on était plutôt habitué aux horribles spectacles. Guidée par de solides odeurs de cadavres, la salle des tortures est maculée de sang, fraîchement projeté sur les murs. Dans de grands pots se trouve la preuve concrète que des crimes atroces viennent d'être récemment commis. Tout un dédale de souterrains facilite les allées et venues morbides. Une galerie mène au village voisin, une autre dans les collines. Un trou profond est vraisemblablement utilisé pour faire disparaître des corps. On imagine sans peine les incessants voyages de suppliciés, la chair fraîche destinée à satisfaire les appétits meurtriers des maîtres des lieux, pour ne pas dire directement de la maîtresse de maison. Un escalier isolé donne accès à une salle supérieure. Là, une jeune fille grande et surtout nue est retrouvée morte. Thurzó et ses hommes n'osent pas imaginer le calvaire qu'elle a dû subir. Sa chair est meurtrie, tailladée de part en part, ses cheveux arrachés par touffes, et à certains endroits, on ne trouve plus trace de chair sur les os apparents de la malheureuse. Toujours plus loin dans les douves et dans l'horreur, des jeunes filles, une douzaine, sont retrouvées miraculeusement vivantes. Mais dans quel état ? Hébétées, avec le regard hagard, certaines sont déjà bien vidées de leur sang. L'évidence est là. Elles étaient destinées à devenir les prochaines victimes de celle qu'on va vite surnommer la comtesse Dracula. Elles étaient les futurs martyrs déshumanisés de la folie meurtrière d'Elisabeth Báthory, la comtesse sanglante. Un tel récit nous glace d'effroi, mais attention, ne nous y trompons pas. Ce témoignage nous provient du procès d'Elisabeth Báthory, non pas de Thurzó lui-même qui est entré dans le château. Les dires viennent de villageois, de témoins souvent indirects, et qui, étrangement, ont parfois eux-mêmes été torturés avant d'offrir leurs aveux sur mesure. Mais alors, où est la vérité ? La comtesse Báthory est encore aujourd'hui, dans l'esprit de bien des gens, comme pour beaucoup d'historiens, la plus grande criminelle d'Occident de tous les temps. Báthory a fait l'objet de nombreux ouvrages, des récits sérieux et documentés, des romans à frissons aussi. Elle est l'héroïne de nombreux films de cinéma, de pièces de théâtre, d'essais, de bandes dessinées, de jeux vidéo. La musique n'est pas en reste. Plusieurs opéras ont été directement inspirés de son histoire. Et cela n'étonnera personne. Des groupes de rock spécialisés dans le black metal ont chanté, que dis-je, ont hurlé des refrains à la gloire de la comtesse sanglante. Il faut reconnaître que l'histoire d'Elisabeth Báthory contient tout ce qu'il faut pour nous glacer le sang, suffisamment de perversité sexuelle pour nous laisser sans voix et de cruauté abominable pour dépasser tout ce qu'il est possible d'imaginer. Et justement, est-ce que prendre pour argent comptant les différents récits sur les agissements de la comtesse maudite, est-ce qu'il y a de plus raisonnable à faire ? Vous allez voir que nous allons devoir nuancer l'effroyable bilan sanguinaire d'Elisabeth Báthory, même si, selon toute vraisemblance, comme le dit l'adage, il n'y a pas de fumée sans feu. Et en l'occurrence ici, le feu a certainement servi à torturer. Avant de devenir la Dame Rouge, la Louve de Hongrie ou encore la comtesse sanglante, Elisabeth Báthory fut une enfant. De ses premiers pas dans l'existence, on ne sait que peu de choses, bien que sa famille soit l'une des plus illustres du pays.
Son ancêtre le plus valeureux est Bator, cela signifie courageux. Parmi ses faits d'armes, en l'an 900, on lui doit d'avoir oxy un dragon dans les marécages d'Exède, à l'endroit même où Élisabeth va passer sa prime jeunesse avec sa mère Anna et son père Georges, qui est le frère d'un prince de Transylvanie. La petite Élisabeth est à l'abri de la famine, de la peste et des Turcs, qui sont alors les ennemis récurrents et envahisseurs de la Hongrie du XVIe siècle. Les parents d'Élisabeth Báthory sont cousins, mais cela n'a visiblement aucune incidence sur la constitution de l'enfant, qui a une tête bien faite. Élisabeth lit et écrit le latin et le grec, parle le hongrois ainsi que l'allemand, comme bon nombre de villageois des alentours qui le pratiquent du fait de la mainmise des Habsbourg. À 11 ans, le destin d'Élisabeth bascule. Elle devient la fiancée de Ferenc, François en hongrois, Nadasdy. Surnommé le prince noir, sa famille est presque aussi renommée que les Báthory, mais surtout sa richesse est encore plus conséquente. Ferenc n'en est pas à sa première prétendante. Sa famille examine scrupuleusement les candidates. Un défaut de fabrication, et c'est toutes les velléités géostratégiques dans la région qui pourraient être contrariées. On a là la preuve qu'Élisabeth Báthory est, à cette époque du moins, sinon saine de corps, au moins saine d'esprit, ce qui, dans les événements à venir, revêt une certaine importance. Le futur mari de la comtesse sanglante pratique la chasse depuis ses 13 ans. Et la légende veut que son père le fouette sans raison tous les 3 jours dans le seul but de l'habituer à la douleur. Ne reproduisez pas ça chez vous, rien ne prouve que cela soit efficace. Le 8 mai 1575, c'est le mariage. Pas moins de 4500 invités assistent à l'union d'Élisabeth qui a tout juste 15 ans. Une jolie coutume de l'époque veut que pour porter chance aux époux fraîchement unis, l'on marie aussi les fiancés des villages des alentours. Aucun document de l'époque ne nous raconte la nuit de noces. J'espère que vous n'êtes pas déçus. Sachez juste qu'à cette époque, les textes canoniques interdisent fermement les caresses ou toute autre forme de fantaisie préliminaire. Le plaisir est mal vu et l'obscurité recommandée. On imagine donc que les premiers pas de la comtesse dans le stupre se feront de son côté sur la pointe des pieds ou chaussés de gros sabots du côté de son époux. Contre toute attente, le couple, uni dans les liens sacrés des fortunes et des territoires à fusionner, semble bien fonctionner. Dans les lettres entre les deux êtres, on trouve une correspondance ponctuée de « cher époux »,« époux aimé » ou même « monseigneur ». Le service minimum est assuré, peut-être pas dans la couche, car il faudra attendre 10 ans avant qu'Élisabeth Báthory ne donne vie à 5 enfants, dont 2 mourront hélas en bas âge. Au moment du procès final, celui où Élisabeth Báthory est accusée du meurtre de plus de 600 victimes, le couple est présenté comme le point de départ sournois de leur folie meurtrière commune. Alors le mari de la comtesse peut-il être potentiellement un personnage assoiffé de violences gratuites ? On peut craindre que oui. Déjà, le surnom de prince noir parle de lui-même. Le sultan Mourad III raconte comment le mari de la comtesse Báthory ne détestait pas célébrer ses victoires contre les Turcs en jouant au foot avec les têtes des vaincus, et même, à la bataille de Sissak, Ferenc apparaît-il danser de funestes tangos douteux avec les dépouilles des soldats. Élisabeth et son époux se sont-ils trouvé des points communs dans la cruauté ? Possible. Mais, comme souvent avec eux, beaucoup de supputations et aucune preuve. La seule certitude les concernant, c'est une lettre dans laquelle Élisabeth Báthory évoque avec son mari la sorcellerie. Elle s'enthousiasme par écrit. Jugez plutôt. Vous rendez-vous compte ? Il paraît que si on prend une poule noire, qu'on l'abat avec une canne blanche, si on la tue, puis si on récupère son sang et qu'on le projette sur un adversaire, ce dernier devient maudit. Effectivement, c'est très tentant. Cette missive est-elle la preuve que la comtesse Dracula pratiquait les sciences occultes ? Voilà qui est bien natif. Cela étant dit, est-ce que cette histoire de poule fait d'Élisabeth une oie blanche ? Vous allez voir que là, rien n'est moins certain. C'est vrai que si l'on en croit la légende, la comtesse Báthory raffole des bains de sang. Et pour s'en procurer, elle n'hésite pas à piocher parmi ses servantes, car plus elles sont jeunes, plus le remède est efficace. Et surtout, elles sont nombreuses. 650 victimes, c'est parmi les témoins de l'époque lors du procès
l'estimation la plus haute qui ait été donnée d'entendre. C'est une femme qui le certifie, une servante du nom de Susanna. À la croire, tout a été noté dans un carnet. Pire encore, une fois emprisonnée, la comtesse Bathory aurait continué d'annoter ses souvenirs minutieusement. En réalité, on ne trouve nulle trace de carnet dans les affaires de la comtesse, ni dans ses anciens appartements, ni dans sa cellule. Il n'a jamais été retrouvé. A-t-il au moins existé ? L'histoire de la comtesse maudite, c'est celle de deux versions historiques qui s'affrontent. Aujourd'hui encore, les spécialistes de la période sont irréconciliables sur la vraie nature de l'ogresse des Carpates. Le débat fait rage, les arguments s'affrontent, mais en attendant, Elisabeth Bathory figure toujours dans le livre officiel Guinness Book des records, à la page de la meurtrière la plus prolifique du monde occidental, pour avoir, je cite, tué plus de 600 vierges. Toujours selon la légende, c'est en molestant une servante qu'il avait maladroitement coiffée que la comtesse se serait aperçue des vertus régénératrices du sang. Après avoir donné un violent coup de peigne sur le nez de la jeune femme, du sang a éclaboussé son noble visage. Ce dernier s'en serait retrouvé rajeuni. Alors Elisabeth Bathory cherchera dorénavant à se procurer régulièrement du sang neuf pour espérer une éternelle jeunesse. Mais soyons pragmatiques. Si la motivation première d'Elisabeth Bathory est de recueillir du sang pour sa peau, comment expliquer qu'elle aurait également participé de façon hystérique à d'atroces tortures ? Le sang giclant de toutes parts, quel gâchis ! Par ailleurs, les affaires administratives de la comtesse étaient de l'avis de tous bien tenues et son domaine plutôt bien géré malgré le décès de son mari. Mais alors, est-ce que toute cette énergie nécessaire est bien compatible avec d'hypothétiques séances de torture nocturne ? Avouons que cela pose question. Quant à la personnalité d'Elisabeth Bathory, elle est décrite de manière quasi unanime comme un être mélancolique, cherchant surtout la solitude. Ce qui semble contradictoire avec le portrait d'une séductrice prête à tout pour faire reculer l'effet des années et rester désirable. Plus pragmatique encore, les paysans des environs, selon leur degré d'asservissement, devaient payer de conséquentes taxes. Ce dû prenait souvent la forme de jours de travaux donnés gracieusement à l'église comme à leur seigneur. Eh bien, la comtesse Bathory avait transformé cet impôt en monnaie et non en travail en nature. Étonnant, non ? Si elle avait tant besoin que cela d'être en contact avec ces gens pour mieux les sélectionner, les appâter et les faire venir au château, n'aurait-elle pas plutôt fait l'inverse ? Autre incohérence qui pose question. Souvenez-vous de la perquisition du cousin d'Elisabeth à son château et de toutes les horreurs qui sont décrites avec les détails les plus sordides. Si tout ceci était effectivement vrai, pourquoi avoir arrêté d'autres témoins dans la foulée ? Pourquoi les avoir torturés ? On parle de plus de 300 personnes qui furent questionnées avant et pendant le procès. Pourquoi une telle débauche de moyens alors que les faits racontés se suffisent à eux-mêmes pour prouver l'horreur ? Quant au procès, on peut aussi mettre en doute son impartialité. Les 20 jurés sont sous la coupe d'un procureur, un certain Georges Savotsky, qui n'est autre que le secrétaire particulier de Turzo, le célèbre cousin de Bathory, celui-là même qui menait les perquisitions. Suspects torturés, témoins achetés, on assiste apparemment à une parodie de justice. Le serpent se mord la queue, tout comme le dragon qui figure sur les armoiries des Bathory. Alors la comtesse est-elle innocente ? Peut-être pas. Mais en tout cas, il est quasiment certain qu'elle n'était pas l'ogresse furieuse décrite durant son procès, ni conforme à la réputation qui est la sienne aujourd'hui. Parfois, un autre chiffre de victimes est avancé, un chiffre qui semble plus plausible. On parle durant le procès de 37 décès avérés, de 37 disparus. Mais là encore, rien ne prouve concrètement qu'il soit directement imputable à la princesse sanglante. Cette dernière possède une vingtaine de châteaux et autant de villages. C'est donc une mortalité assez banale pour une époque où les enlèvements, les viols suivis d'un décès, les punitions corporelles et les accouchements clandestins sont légion. Si la princesse Bathory a vraisemblablement le caractère de son époque, si la violence devait effectivement tenir une place importante dans son environnement direct, difficile de croire aveuglément en une organisation diabolique et méthodique au service de l'horreur pour lui fournir massivement de la chair fraîche afin d'assouvir sa soif de cruauté perverse. Mais continuons d'observer l'histoire.
pour mieux comprendre la légende. C'est vrai qu'Elisabeth Báthory, la louve de Hongrie, cristallise aujourd'hui l'image du mal absolu au féminin. Mais qu'en était-il au XVIe siècle, me direz-vous ? Cela va peut-être vous paraître incongru, mais le rapport à la douleur n'était pas le même qu'aujourd'hui. Bien sûr, les tortures et les sévices n'en étaient pas moins épouvantables, mais la société d'alors n'avait pas du tout le même regard envers ces comportements. N'oublions pas que si les supplices médiévaux entraînaient bien souvent une issue fatale, la torture était pratiquée pour de nobles causes. Son but ? Sauver l'âme des suppliciés. Concrètement, les cris du malheureux n'en étaient pas moins importants, mais si c'était pour un salut éternel, cela rendait tout ça, sinon normal, au moins admis. En admettant qu'Elisabeth Báthory soit le monstre assoiffé de sang que ses détracteurs ont bien voulu décrire, quelles seraient ses motivations profondes ? Et surtout, pouvons-nous trouver un début d'explication à tout ce chaos ? Si l'objectif de la Dame Rouge est de trouver une sorte de jeunesse éternelle grâce à du sang de vierge, nous sommes bien là dans un cas concret de magie noire. Eh bien, à aucun moment durant le procès, le principal accusateur de Báthory, son palatin de cousin Turzo, ne mentionne cette accusation de satanisme. Et pour cause, si cela avait été le cas, le tribunal civil aurait été dessaisi et c'est un tribunal ecclésiastique qui aurait été déclaré compétent. Dans ce cas, Turzo aurait perdu totalement la main sur les témoins et sur ses soutiens pendant le procès, notamment le procureur qui n'était autre que son secrétaire particulier. Autre incongruité, durant son procès, à aucun moment on ne parle de folie et pourtant la sentence sera celle réservée à celles et ceux qui ont perdu la raison, l'enfermement. À la lecture du procès aussi, après la stupéfaction des faits terribles rapportés par les témoins, un détail choque. Jamais n'est mentionné le nom même d'Elisabeth Báthory. Quand on parle d'elle, on dit « la femme ». Voilà qui est plutôt troublant. Enfin, toujours dans le compte-rendu du procès, avec les années, on peut constater plusieurs choses. D'abord, ce qui est raconté par les témoins n'est jamais retranscrit mot à mot. Il est parfois noté des bribes de phrases. Plus ennuyeux, les responsables des crimes ne sont que très rarement désignés directement, et encore plus problématique, ils sont consignés par des pronoms qui, écriture inclusive avant l'heure, en hongrois de l'époque, ne peuvent pas être identifiés ni au féminin ni au masculin. Alors, si la comtesse Báthory n'est pas l'ogresse compulsive, assoiffée de sang qu'on a bien voulu nous faire croire, pourquoi un tel acharnement juridique ? Pourquoi une procédure accélérée ? Pourquoi avoir molesté les témoins ? Pourquoi avoir condamné Elisabeth Báthory à un enfermement dans ses propres murs, ce qui entraînera son décès 3 ans plus tard ? Les pistes sont nombreuses. Elles sont sûrement politiques, vraisemblablement religieuses et forcément financières. La Hongrie de l'époque est complexe et multiple. Une partie de son territoire est soumise à l'occupant turc. Une autre appartient aux Habsbourg et la dernière est appelée Transylvanie. Les dirigeants de la Transylvanie payent d'ailleurs aux Ottomans une somme annuelle et conséquente pour son indépendance. Côté religieux, rien n'est très simple non plus. Le protestantisme de Luther s'installe dans le nord du pays. Le roi de Hongrie est quant à lui catholique, lié au pape. Quant à l'oncle d'Elisabeth Báthory, le prince Jean Sigismond, il s'adonne à l'unitarisme. Comprenez qu'il ne reconnaît pas la Sainte Trinité. Pour résumer, dans cette région, à ce moment de l'histoire, on ne sait plus trop à quel saint se vouer. Et l'homme qui prend la tête de la fronde anti-Báthory alors, György Turzo, eh bien, il est plutôt luthérien, là où la comtesse est calviniste. Son époux disparu, Ferenc, est connu pour avoir saisi des églises, les avoir mis à la disposition des protestants pour qu'ils deviennent des temples. Terrible sacrilège. Sans oublier que l'Église catholique était à l'époque du côté des Habsbourg, une sorte de billard à 3 bandes religieux qu'on peut facilement estimer fatal au clan Báthory. C'est vrai que durant le procès d'Elisabeth Báthory, l'Église fut une accusatrice zélée, en soulignant en toute mauvaise foi que l'absence de preuves était la démonstration même que le pire fut commis. C'est logique. Pas de preuves, car tout était caché, et si tout était caché, c'est que le pire était effectivement commis. Que peut-on répondre à cela ? Turzo, le cousin d'Elisabeth Báthory, ne fut pas le plus motivé à vouloir neutraliser la comtesse sanglante.
Le pasteur même de la paroisse de Cactice, le bien nommé Janos Penikinus, n'a pas ménagé sa peine pour convaincre le roi de la nuisance d'Élisabeth. Dans une lettre, il écrit officiellement aux plus hautes instances du pays que la comtesse Bathory est prête à soulever une armée pour échapper à son procès, qu'elle va très certainement faire appel aussi à ses pouvoirs de sorcière pour nuire à ses ennemis, et preuve qu'il se passe des choses pas catholiques dans l'enceinte du château de la comtesse. Il raconte qu'étant entré à l'intérieur, il a été attaqué par une horde de chats. On en sourirait presque si cette missive à charge n'avait pas pesé dans la volonté du roi de mettre fin à l'influence politiquement dangereuse d'Élisabeth Bathory. Mais on peut difficilement croire à un complot intégral. On prête à John Ford, le célèbre réalisateur de cinéma hollywoodien, ce bon mot. Quand la légende est plus belle que la réalité, on imprime la légende. Mais quand la légende est plus horrible, que fait-on ? C'est une question qu'on peut se poser quand on se penche avec sérénité sur le destin d'Élisabeth Bathory. Évidemment, on ne peut imaginer une comtesse qui s'occuperait de ses paysans et de ses servantes avec douceur et bienveillance. L'époque est au conflit, les vies des gens inférieurs ne pèsent pas bien lourd, les humeurs de la comtesse ont sûrement été à plusieurs reprises à l'origine de décès. Mais la considérer comme la plus grande serial killeuse de l'histoire, si c'est vrai en tout cas, les preuves manquent. Ce qui choque en se plongeant dans le récit des réquisitions contre Élisabeth Bathory, c'est qu'elle a été à peu près accusée au moins une fois de tous les maux possibles et inimaginables. Alors que Bathory n'assiste pas à son procès, des témoins tantôt corrompus, tantôt torturés, racontent des scènes de cannibalisme au sein du château, allant même jusqu'à dire qu'on y cuisine avec des champignons, des anciennes suppliciées qui furent préalablement fouettées, percées, coupées et même brûlées. Ce qui plaisait le plus à la comtesse, paraît-il, c'était de laisser mourir de froid à l'extérieur des pauvresses en les aspergeant d'eau. Une eau qui se glaçait instantanément au contact du corps des malheureuses. L'été, à l'inverse, on préférait badigeonner d'innocentes femmes de miel pour les voir se faire dévorer par les insectes. Des bougies étaient régulièrement utilisées pour brûler les entrejambes féminins. D'ailleurs, on entendait souvent des cris du château et la voix de la comtesse qui hurlait « Frappez, frappez, frappez plus fort !» Parfois, des témoins confirment par écrit des exactions dont ils ne souhaitent même pas avoir connaissance. Après la condamnation de la princesse Bathory qui sera emmurée, le roi Mathias ne lâche étrangement toujours pas la pression. Il exige un nouveau procès, alors que des filles de nobles auraient été assassinées par la comtesse maudite. Élisabeth Bathory meurt le 25 août 1614 dans des conditions encore et toujours mystérieuses. Comme si l'infamie devait être éternelle, le surnom de comtesse sanglante voit le jour en 1962, dans un ouvrage écrit par une autrice aussi surréaliste que gothique, du nom de Valentine Penrose. Plus fou encore, bon nombre d'écrivains vont reprendre les fantasmes érotico-morbides de Madame Penrose plutôt que les travaux d'historiens établis. Les célèbres bains de sang ne sont jamais mentionnés, ni par les témoins de l'époque, ni évoqués dans les écrits du procès. Ils ne le sont que dans la littérature contemporaine. Europe 1, historiquement vôtre. Jacques Sirjean, merci d'être toujours avec nous. Je viens d'évoquer Valentine Penrose qui s'est emparée de la figure d'Élisabeth Bathory. Puissante, mystérieuse, accusée des forfaits les plus indicibles. On ne peut pas rêver meilleure héroïne que cette comtesse pour un roman noir, n'est-ce pas ? Exactement, c'est un chef-d'œuvre de littérature frénétique noire ou gothique, mais ça n'a rien d'historique, c'est un roman hystérique en somme. Les mentions que fait Valentine Penrose des bains de sang, tout comme d'une vierge de fer, sarcophage de torture à pointe métallique, semblent plus relever de la légende que des faits. Comment est-ce que vous arrivez à expliquer qu'il y ait autant de fantasmes autour de cette comtesse sanglante ? Ça peut commencer en 1604 quand son mari meurt. Elle hérite un tiers de la Hongrie, une trentaine de châteaux avec les armées qu'elle avait, avec toutes les terres. Et les hommes sont ce qu'ils sont. Ils estiment que les femmes ne sont pas capables de survivre toutes seules. Donc en gros, qu'elle serait réservée aux femmes veuves, généralement, soit elles retournent au couvent, soit elles se remarient. Elle avait déjà été élevée dans un couvent jusqu'à l'âge de 14 ans. Et puis le mariage, non, pas question.
Donc une femme qui se révèle plus compétente que son mari, parce que son domaine, elle semble l'avoir géré très bien, alors que son mari était généralement à la guerre, il y a forcément quelque chose de démonique derrière ça. Donc en gros, on va inventer une légende pour ne pas pouvoir accepter le fait qu'une femme peut survivre, et même survivre très bien, toute seule. Mais alors qu'elle a popularisé d'une certaine manière aussi la comtesse sanglante, c'est cette même récupération par la fiction qui a encore plus brouillé en sa défaveur les lignes entre mythe et réalité. Donc c'est assez terrible finalement. Bah, comme l'a dit, vous l'avez relevé, ça, comme l'a repris Henri Boguin, un juge, quand on n'a pas de preuve d'un crime, on n'invente pas les preuves, on invente le crime. Donc, si on n'a rien à lui reprocher, on va inventer quelque chose. C'est comme Enguerrand de Marigny, le ministre de Philippe le Bel, le roi français, quand il est mort, la noblesse voulait lutter contre les impôts qui avaient été imposés par le roi. Ils s'en sont pris à son ministre, mais comme il n'y avait rien à lui reprocher, on a sorti l'accusation de sorcellerie. Il était brûlé pour ça. Personne n'y croyait. Et je pense qu'à l'époque, personne n'y croyait vraiment à ces accusations. C'est après coup que ça fait fantasmer les gens. Il y a le sexe, le sang et l'argent. C'est génial comme mélange, ça, comme cocktail. Jacques Sergent, vous avez publié Erzébeth Báthory, Le sang des innocentes, un livre dans lequel on en apprend notamment sur la famille d'Elisabeth Báthory et certains éléments qui peuvent en faire la sinistre réputation. Inceste et consanguinité, duplicité et péché d'orgueil, délire mystique, ce lourd héritage familial, bon, ça l'a conditionné au pire quand même. Bah, la consanguinité, c'est un mal qui n'est pas spécialement hongrois. Les Égyptiens le faisaient. On se mariait l'endogamie, on se mariait parmi les membres du même clan, quelquefois la même famille, pour garder le sang bleu, le sang pur. Et la famille Báthory ne l'a pas fait plus que les autres, mine de rien. Mais est-ce qu'il y avait certains membres qui étaient épileptiques? L'épilepsie, il y a des crises épileptiques, il y a la maladie. On peut avoir des crises sans être épileptique, mine de rien. Mais l'épilepsie est aussi rattachée à une forme d'hystérie qui est propre aux vierges. Dans la Grèce antique, on estimait que les filles pouvaient avoir des crises avant qu'elles soient mariées. Une fois qu'elles ont trouvé un mec, passez-moi l'expression, tout va aller mieux. Mais comme on lui prête aussi un enfant hors mariage, qu'elle aurait eu un enfant illégitime quand elle avait 14 ans, elle n'était plus vierge. Donc en gros, l'épilepsie due aux vierges ne marchait pas, on va inventer une épilepsie qui en fait une criminelle. Mais quand on est épileptique, on n'est pas tueur en série, ça n'existe pas. Mais elle avait une lourde hérédité familiale. Est-ce que, je ne sais pas, il y avait des tares dans sa famille? Est-ce qu'il y avait des précédents, des antécédents qui posaient problème? Il y avait des gens très cruels. Il y avait une tante, Clara, qui aurait eu 3 maris, dont 2 seraient morts assassinés. On n'a pas de preuves non plus, donc forcément, on en fait une nymphomane. Il y avait Gabor, il y avait des gens très cruels, mais tout le monde était cruel. Cette Comme époque. Vlad l'Empaleur, mine de rien. C'est l'époque la plus torturée de l'époque. Avec les Habsbourg et les Turcs, c'est là où il y a le plus de morts. C'était une époque, c'est presque surnaturel comme cruauté là-bas. Donc elle, non, pas spécialement, pas plus que les autres en tout cas. Alors, Elisabeth Báthory possédait un territoire immense, de nombreux châteaux. Alors, vous avez dit près d'une trentaine, m'avez-vous dit, et tous les villages qui étaient rattachés, évidemment. Autant de patrimoine qu'elle a dû prendre en charge lorsque son mari est parti combattre les Ottomans, et puis carrément les administrer une fois qu'elle était veuve. Donc, pour vous, elle suscitait au fond les convoitises et la jalousie. Et oui, comme Gilles de Rais, dont on voulait récupérer les derniers biens qui lui restaient, qui était accusé de sorcellerie aussi. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas fait venir de témoins des autres châteaux. On s'est concentré sur Castich. Alors que logiquement, comme elle déménageait, elle allait passer des séjours dans d'autres châteaux, on aurait dû aller chercher là-bas. Est-ce qu'il y a aussi des meurtres là-bas? Non, on s'est concentré sur un seul château. Donc je pense encore une fois, c'est une histoire de gros sous, d'héritage et de pouvoir, comme souvent. Mais une femme aussi puissante, riche, cultivée, propriétaire d'un vaste territoire et veuve de surcroît, dans une Hongrie féodale et aussi très religieuse, en tout cas divisée par cette crise religieuse. On est en pleine période de la réforme. C'est donc ça qui faisait peur. C'est qu'une femme ne pouvait pas diriger d'une main de maître, j'allais dire. Il y a eu à l'Union d'Aquitaine, il y en a eu dans l'Europe de l'Est. L'Ouest, si on peut dire l'Europe de l'Est, c'était beaucoup plus rare, mine de rien, oui. Oui. Alors, avant que ces méfaits, réels ou inventés, ne soient exposés lors de son procès, Elisabeth Báthory a pu recruter de nombreuses jeunes filles à son service. À ce moment-là, lorsqu'elle les recrutait, elle n'éveillait aucun soupçon, aucune méfiance. Bah, est-ce qu'on avait le choix de refuser? D'ailleurs, c'était une promotion. Oui. Une jeune fille d'origine paysanne qui était recrutée chez elle. Mais, encore une fois, vous l'avez suggéré aussi, elle préférait faire payer des tributs en argent que de la corvée. Donc elle éloignait les gens de ses terres. Si elle avait voulu recruter des gens, le plus facile, c'était de les faire venir, mine de rien. Oui.
Mais on ne pouvait pas refuser de travailler pour elle, mine de rien. Donc même si elle avait été criminelle, ça aurait été difficile, je crois. Mais avant son procès, avant qu'elle ne soit mise en accusation, quelle réputation est-ce qu'elle avait auprès de ces villageois? On n'a pas de trace de mauvaise réputation. Mais comme on a découvert son sadisme, encore une fois, c'est un argument sexiste, elle serait devenue sadique après la mort de son mari. En gros, une femme sans homme est forcément négative. Donc on lui a inventé un passé, elle aurait torturé des animaux quand elle était petite fille. Comme Vlad Tepes, quand il était garçon, aurait torturé des rats. C'est faux aussi. Mais pour expliquer son sadisme après coup, on lui invente une enfance sadique aussi, ce qui ne tient pas la route non plus. Mais bon. Jacques Sergent, pour s'offrir une éternelle jeunesse, on a accusé la comtesse de s'être procuré le sang frais de ses victimes. On ne parle que de jeunes femmes. Aucun jeune homme n'a été mentionné parmi les suppliciés. Et on sait pourquoi? C'est ça qui est intéressant. Si on est vraiment adepte du bain de sang rajeunissant, le sang d'un homme pourrait faire l'affaire. Mais Gilles de Rais, c'est étonnant, n'a été accusé que de torturer des petits garçons, elle des petites filles. Elle aurait torturé des garçons, lui des petites filles, il n'aurait peut-être pas eu le même sort. Le pire des crimes, c'est pas le meurtre, c'est l'homosexualité pour l'Église. Et j'ai amené, je vous montre, c'est pas très radiophonique comme argument, un livre de théologie du XVIIe siècle qui dit c'est bien le pire des crimes. Donc on ajoute ça en plus, non seulement elle est sadique, mais si elle est homosexuelle, alors là, ça rajoute, ça fait beaucoup plus convaincant. Oui. On prête à Elisabeth Báthory 650 victimes féminines. Donc, pour une seule personne, ça semble invraisemblable. Elle avait des complices dans ce cas-là? Est-ce qu'on lui a prêté des complicités? Elle aurait eu un nain fiscaux qui était celui qui, pendant le procès, donnait les noms, les adresses et les dates. En gros, on lui a dicté ce qui devait venir. Une rabatteuse, une nourrice de ses enfants, Ilona Yu, et une sorcière qui aurait été l'instigatrice des meurtres, mais qui aurait disparu au moment du procès, mine de rien. Toutes ces personnes étaient torturées et brûlées, mine de rien. Donc, les seuls complices qu'elle a eus, c'était des inférieurs. Est-ce que, par exemple, on a retrouvé trace de ces passages secrets qui permettaient de faire venir les jeunes filles directement du village, ou ensuite les envoyer dans la forêt, ou ensuite les emmener dans les souterrains du château? Il y avait des souterrains partout, mais si elle avait commis ces meurtres dans les souterrains, on n'aurait pas entendu les hurlements d'extérieur, d'ailleurs. Donc, certains témoins rapportent le fait que les cadavres étaient sortis nuitamment au cercueil avec des chants religieux, ce qui prouve que c'était quand même assez sympathique, mine de rien. Donc, encore une fois, c'est totalement contradictoire. Donc il y a beaucoup d'incohérences en fait. Et oui, il n'y a que des incohérences. Que des incohérences, oui. Alors, cela dit, il en faut du temps pour atteindre un chiffre aussi astronomique que 650 victimes. Qu'est-ce qui, au bout d'un moment, a fini par éveiller des soupçons? C'est-à-dire à quel moment, parce que entre le moment où elle est veuve et le moment où on l'accuse, il s'est passé un laps de temps quand même. Il y a, encore comme pour Gilles de Rais, il y a des échanges de lettres entre le patin de Tursault et sa femme, disant qu'il y a un gros contentieux financier. Elle aurait prêté de l'argent à Roi Mathias, elle aurait voulu en quelque sorte récupérer une partie de son pactole. Et c'est à ce moment-là que les accusations fusent. Il y a peut-être des accusations, des rumeurs concernant les mauvais traitements, mais ce n'est pas les mauvais traitements qui auraient provoqué ça. Torturer ses domestiques, c'était un fait courant. On pouvait torturer ses domestiques, André Castello en parle, au cours du dîner pour amuser ses invités. Donc, 1, 2, 3, non, 600, comme vous l'avez dit, on se retrouve à 37 au cours du procès. 37 personnes mortes sur une période de 7 ans, ça ne va éveiller les soupçons de personne, parce que les morts naturelles, les razzias commis par les Turcs, Vincent Tissot, un historien du siècle dernier, l'a expliqué, les Turcs débarquaient en Europe, prenaient les femmes, les emmenaient chez eux. Donc une femme qui disparaît, on trouve une explication naturelle, pas forcément celle de victime d'un vampire. Mais est-ce que finalement 650, ça décrédibilise pas les accusations? C'est trop finalement. C'est pour ça qu'on l'a ramené à 37. D'ailleurs, il manquait quelques morts pour faire 666. Ça aurait été vraiment trop. Oui, le chiffre du diable. Pour son procès, Elisabeth Báthory n'y assiste pas. On sait pourquoi? Enguerrand de Marigny non plus. Alors, on dit on a peur qu'elle fasse des révélations, mais comme les révélations ne sont prises en compte par les greffiers que quand on leur demande de le faire, il n'y a pas de témoin direct, il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de vidéo, on aurait pu gommer les éléments. On parle du fait qu'on a peut-être refusé qu'elle paraisse, pour qu'elle ne puisse pas se défendre, pour montrer le ridicule de l'accusation. Donc là, on n'a pas de trace non plus. Alors on dit, orgueilleuse, elle a refusé de se présenter, ça me paraît étonnant quand même. Oui, parce qu'on se présente à son procès, c'est-à-dire c'est difficile par orgueil. Ne serait-ce que pour se défendre, oui. Accusation de sorcellerie, de bisexualité, de relations extra-conjugales, de cannibalisme, de torture, d'attaque de chats. On a quand même l'impression que c'est
au témoin qui fera le plus monter les enchères dans les élucubrations. Au-delà du factuel, Elisabeth Báthory n'est-elle pas aussi la femme sur laquelle on a projeté finalement tous les fantasmes de l'époque? Tous les fantasmes qu'on reprochait dans les procès de sorcellerie, tous les ingrédients y sont. Les chats, le cannibalisme. On commence au XIIIe siècle à écrire des livres en disant au cours du sabbat, XIVe siècle, il se passe ça. Il n'y a rien de plus. On tuait les enfants, on buvait leur sang. C'est dans les livres de démonologie, ça. Donc on ressort tout. Et comme en plus la plupart des sorcières étaient des pauvres, elle et les riches, encore, on va tout projeter sur elle. Hmm. Le procès de la comtesse Báthory est aussi trouble qu'à charge. Connaît-on néanmoins des témoins qui sont venus prendre sa défense et clamer son innocence? Bah, c'est difficile parce que l'Église avait interdit toute assistance juridique aux gens qui étaient accusés de crimes rattachés à la sorcellerie. Alors, quand Mathias a voulu faire un deuxième procès, parce qu'il voulait qu'elle soit condamnée à mort, on ne sait pas pourquoi. Parce que si on enferme une femme, elle est toujours vivante, elle peut trouver des défenseurs. Donc sa famille est venue le défendre en disant non, Turzo voulait le mettre dans un couvent. On va l'enfermer, c'est comme ça. Les seuls défenseurs qu'elle ait trouvés, c'est sa famille qui ne voulait pas qu'elle soit condamnée à mort, c'est tout. Hmm. Mais l'Église, elle, voulait vraiment qu'elle soit tuée. Ah bah oui, Hmm. Pour sorcellerie. comme pour les sorcelleries, oui. Pour terminer, vous vous rangez de quel côté, vous, Jacques Sergent? Il est difficile en réalité de croire que la comtesse sanglante était aussi sanglante qu'il y paraît. Bah, comme je pars du fait, et c'est la version qui est acceptée maintenant que Gilles de Rais est innocent, je pars du fait qu'elle était innocente aussi. Plus on en rajoute, moins c'est crédible. Donc j'en fais pas une romantique, mais pourquoi pas, je suis un optimiste. Parce que vous pensez que Gilles de Rais est innocent? Ah oui, je suis Ah pas le oui. seul, hein. Là, vous ouvrez un autre dossier. Ça là. commence avec l'avocat Maurice Garçon, non, voilà. Bah oui, un autre dossier. Merci beaucoup, Jacques Merci à Sergent, vous. de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de la comtesse Báthory. Je rappelle le livre que vous lui avez consacré, Erzébet Báthory, Le sang des innocentes, paru aux éditions Camion Noir. Historiquement vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.